Bien, vous voyez, je ne peux pas voir Federico Saviotti sans qu'il il me fournisse des éléments bibliographiques. Non, parce que moi, sans lui, je suis vraiment démuni. Donc, nous accueillons aujourd'hui Federico Saviotti, que nous connaissons bien puisqu'il a été à terre assistant attaché à ma chaire pendant 3 ans. C'est un spécialiste, alors c'est un philologue merveilleux comme tous ces jeunes Italiens, mais encore plus. Hein. Il a été à la meilleure école qui soit, celle de Pavie, hein, Pavie illustrée par Cesare Segre, par Roberto Crespo. Il est l'élève de Maria Luisa Meneghetti, qui est la grande dame des études sur les troubadours en Italie. Et les philologues italiens sont excellents, hein, mais certains ne sont que philologues, enfin, ou sont étroitement philologues. Et Federico Saviotti est un philologue d'une rigueur et d'une science admirable, mais en plus, il a une finesse et un goût des textes qui justifie finalement l'activité philologique. Comme c'est un jeune homme exceptionnellement brillant, il a obtenu un contrat à l'université de Pavie pour un programme de recherche de plusieurs années, hein, par les temps qui courent, étant donné la situation financière de pays comme la France ou comme l'Italie, obtenir un contrat de recherche de plusieurs années dans une université en philologie romane, ça exige de n'être pas mauvais, hein, pour dire les choses de façon atténuée. Hein, bon. Et c'est le grand auteur de Federico Saviotti, mais vous le savez, puisque beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, c'est Rimbaud de Vaqueiras, ce qui montre son goût aussi, parce que c'est un troubadour particulièrement intéressant, et lui-même, et son œuvre, et les questions que pose son œuvre, questions d'attribution et autres. Et Federico Saviotti a découvert et a eu à la fois des idées et des faits nouveaux sur la question du signal ou des signals. Ces idées, il les a développées, il les a déjà publiées, il les poursuit. J'y avais fait allusion au début de ce cours parce que j'en avais besoin sans trop y insister cependant pour ne pas déflorer ce qu'il va nous dire. Et maintenant, nous allons l'entendre nous en parler en vrai, n'est-ce pas, et de façon plus précise et plus savante que je ne saurais le faire. Et puis, vous voyez, ça se présente comme un roman policier, l'énigme du signal. Vous savez, le grand latiniste Jérôme Carcopino avait publié un petit ouvrage sur la fameuse 4e bucolique de Virgile, où on a vu si longtemps une annonce, enfin, ou pas une annonce, une allusion à la venue du Christ. Et cet ouvrage s'appelait « Le mystère de la 4e églogue », si bien qu'on le trouvait quelquefois en vente dans les bibliothèques de gare au rayon des romans policiers. Enfin, c'est ce que Hans Robert Jauss aurait appelé la réception. Mais enfin bref, je vous laisse la parole. Et puisque vous avez un PowerPoint... Merci beaucoup, messieurs, de cette invitation. C'est toujours un grand bonheur de pouvoir être au Collège de France. Et merci de cette présentation que je ne mérite pas. Et je suis désolé de devoir vous parler de choses que vous avez sans doute déjà entendues,
mais c'est l'histoire du Seignal, c'est l'histoire des troubadours, et c'est mon sujet, et donc... Excusez-moi, je reprends la parole. Non, parce que je n'ai pas dit l'essentiel. Vous savez que... Enfin, vous savez pas. J'ai publié, fin octobre, un livre sur les troubadours, une histoire poétique, chez Perrin, et je n'aurais pas pu faire ce livre sans Federico Saviotti. La science qui apparaît dans les notes n'est pas la mienne, elle est usurpée, enfin, je l'usurpe, c'est la science de Federico, et c'est, encore une fois, ou bien je n'aurais pas pu faire ce livre, ou bien ce livre paraîtrait encore plus minable qu'il n'est, parce qu'il ne serait pas étayé par des choses qui font sérieux. Excusez-moi, mon cher, je vous laisse. C'est pas pour vous couper vos effets. Non, mais pas d'effet. L'histoire de la littérature est souvent, avant tout, une histoire des mots. Il existe des mots que nous appelons volontiers des mots-clés, capables d'orienter puissamment notre lecture des œuvres littéraires. Parfois, c'est la littérature elle-même qui crée ces mots ou en consacre une connotation particulière en précisant leur acception. Et ici, je suis encore une fois désolé de devoir toucher à la tarte à la crème de M. Zinck, parce que je vais citer encore l'histoire du roman, du terme roman, qui prend naissance au Moyen-Âge, d'abord dans le sens linguistique d'idiome vernaculaire. Il devient ensuite, par extension au domaine de la littérature, un synonyme de texte écrit en cet idiome vernaculaire, pour parvenir enfin, par délimitation de ces traits distinctifs, à la définition d'un genre littéraire. Le genre originairement courtois et chevaleresque, qui, après des siècles d'évolution et de métamorphose, se démontrera le plus apte à raconter aussi bien le triomphe de la bourgeoisie que la crise de l'individu. Tout cela est clair et bien connu. Mais dans d'autres cas, le mot-clé capable d'illuminer notre perception de la littérature est en soi un peu plus réticent, lorsque la filière qui nous l'a transmis n'est pas aussi aisée à reconstruire. Ainsi, il arrive que nous connaissions l'aboutissement du procès de définition, mais son point de départ, ou bien plusieurs phases de son déroulement, nous échappent. Cela détermine une potentielle faute de compréhension qui s'avère être encore plus remarquable quand les défauts de connaissance de l'histoire du mot en question sont sous-estimés ou passent inaperçus des spécialistes. C'est ce que je crois avoir pu vérifier en m'occupant des pseudonymes poétiques des troubadours. Ces pseudonymes, les hétéronymes, les signatures poétiques et surtout les signals dans la poésie médiévale feront l'objet de mon discours. Mais puisque parfois, pour apprécier pleinement un phénomène historique, il faut considérer tout d'abord son résultat ultime, permettez-moi de commencer par la fin. Dans le vocabulaire de la critique littéraire contemporaine, mais aussi chez les simples lecteurs de poésie, le mot ancien occitan « signal », dérivé évidemment du latin « signum », désigne un nom d'invention employé en substitution d'un nom réel. Les poètes modernes et contemporains se sont servis et se servent abondamment d'un tel élément, qui fait partie de la langue poétique de tout temps, sans besoin de lui donner ce nom de signal. Quelqu'un d'entre eux, pourtant, probablement fasciné avant tout par le succès du terme en dehors de son champ d'application originaire, y pose l'accent et en fait l'occasion pour une réflexion métapoétique de remarquable envergure. Andrea Zanzotto, par exemple, sans doute le poète italien le plus important de la seconde moitié du XXe siècle, choisit d'intituler l'un de ses poèmes « Gli sguardi, i fatti e segnal », les regards, les faits et signal. L'œuvre, composée en 1969, met en scène l'acte de violence et de dissipation de l'univers symbolique qu'a été la récente conquête américaine de la Lune, par un dialogue à la limite du non-sens entre des personnages inconnus et le signal représentant la voix féminine du satellite. Le sens du mot occitan se trouve expliqué par l'auteur lui-même dans une note accompagnant la deuxième édition du livre. Zanzotto définit ainsi le signal.
segnal, nome pubblico che nasconde quello vero per i trovatori, o semplicemente segnale, o volendo simbolo del simbolo et avanti. Donc un nom public cachant le vrai nom, pour les troubadours, entre parenthèses, signal ou, si l'on veut, symbole du symbole, etc. L'origine médiévale, troubadouresque et socioculturelle du mot est visiblement affichée. Nous reviendrons par la suite sur ce nom public remplaçant d'un nom privé. Quant à son contenu sémantique, pour Zanzotto, l'essence du signal réside dans sa faculté d'être un signal absolu, symbole du symbole, représentation d'une mise en abîme incessante et vertigineuse, figure de l'absence, selon le vocabulaire philosophique contemporain, qu'exprime la poésie. Lisons quelques vers du discours du signal, un discours constamment marqué par la négation. Pardon. No, io non mi sono ancora. No, io non mi sono nata. No, io nido nodoso dei no, diamante di mai. No, io sono stata il glissato alato. No, io non ero la neve, né la selva, né il loro oltre, eppure e a dispetto e nonostante. No, moi je ne me suis pas encore. No, moi je ne me suis pas né. Non, moi ni plein de nœuds de non, diamant de jamais. Non, moi j'ai été le glissé à côté. Non, moi je n'étais ni la neige, ni la forêt, ni l'heure au-delà. Pourtant, et en dépit, et cependant. Capable, comme le sexe féminin, d'exprimer le mancamento absolu propre à la nature humaine, le signal est ainsi appelé à devenir l'un des éléments fondamentaux de toute expression poétique. On pourrait voir là l'insoupçonnable modernité des troubadours. Le poète italien semble sûr que son idée du signal est cohérente avec celle de ses prédécesseurs médiévaux. Davantage, il semble persuadé que pour son public aussi, la question du signal est assez claire et simple. Claire, la définition traditionnelle du mot occitan. Simple, l'évolution sémantique, mais surtout poétique, à laquelle celui-ci peut être soumis dans l'œuvre d'un poète de nos jours. Arrêtons-nous maintenant à la définition traditionnelle, dont la responsabilité revient aux philologues qui se sont penchés sur l'étude de la poésie des troubadours. En gros, la littérature critique sur le sujet qui nous occupe, une littérature critique produite entre la fin du XIXe siècle et les temps présents, pourrait être résumée comme suit. Premier moment, les philologues ont constaté chez les troubadours l'emploi très abondant de pseudonymes. Deuxième, ils ont reconnu ou appliqué à cette pratique poétique les noms de signal. Troisième, ils ont fait du signal ainsi défini un aspect crucial de la poétique troubadouresque. Une précision en marge. Je parle des philologues comme un ensemble homogène, ce qui ne serait normalement pas approprié, vu que l'interprétation de la poésie médiévale, ils n'ont presque jamais exprimé d'opinions unanimes. Cependant, si un débat plus ou moins véhément a pu exister et existe toujours autour de la fonction des sobriquets employés par les différents auteurs, dès le début, l'accord sur l'idée de fond de ce qu'est un signal ne saurait être plus parfait. C'est précisément un sort de méfiance à l'égard de cette extraordinaire unanimité, corroborée par l'impression qu'il n'existe encore pas d'études critiques vraiment complètes et satisfaisantes sur le pseudonyme poétique des troubadours, qui m'a amené à essayer de remonter à la source de la théorie du signal afin d'en vérifier autant que possible la validité. Sur le premier point, c'est-à-dire la présence de pseudonymes, je n'ai pu que constater à mon tour l'évidence. Ces noms, susceptibles d'identifier selon le cas la femme aimée ou une dame à célébrer, ou bien l'un des confrères correspondants ou mécènes du poète, est un élément parmi les plus emblématiques et exclusifs de la poésie des troubadours. Preuve en est, au contraire, l'absence de ce genre de sobriquet, à la fois chez les trouvères en langue d'Oïl et chez les poètes italiens de l'école sicilienne, quoique ces deux expériences poétiques dépendent directement de celles de leurs prédécesseurs du Midi, et à bien des égards en reflètent la manière.
Malgré tous les efforts philologiques et herméneutiques, ces noms d'invention ne cessent de garder une bonne partie de leur mystère. D'abord, leur genèse, bien qu'investiguée à plusieurs reprises par les chercheurs les plus scrupuleux, nous est toujours obscure. On en a voulu repérer la source tantôt dans les noms chiffrés dont se servaient les poètes élégiaques latins pour cacher le nom réel de leurs amis, à l'instar de la Lesbia de Catulle ou de la Santia de Properce, tantôt encore dans les sobriquets badins employés par les érudits de la cour carolingienne, où par exemple Charlemagne est appelé David par Alcuin, qui se nomme à son tour Flaccus, c'est-à-dire Horace. Tantôt, enfin, dans des pratiques plus ou moins semblables, caractérisant la poésie arabe et persane médiévale. Outre le problème d'une continuité historique plus que douteuse, vu la distance chronologique et ou géographique des expériences considérées, chacune de ces hypothèses a inévitablement montré ses limites par rapport à un phénomène, celui de pseudonymes troubadouresques, qui demeure incomparablement plus varié et, pour ainsi dire, essentiel. Les deux essais les plus récentes et ambitieuses consacrées au sujet qui nous occupe, celle d'Edoardo Vallée et celle d'Anatole Pierre Fuksas, se concentrent précisément sur ces deux aspects, à savoir la variété de pseudonymes et le fait qu'ils concernent l'essence même de la lyrique des troubadours. Edoardo Vallée dresse pour la première fois un catalogue des appellatifs d'invention employés par les troubadours, dont il ressort clairement que tant pour la forme, adjectifs, substantifs, locutions diverses, que pour le contenu, ces noms ne rappellent ni l'université un peu superficielle des remplaçants métriques du nom de la femme chez les poètes latins, ni l'allusion historique patente des anthroponymiques bibliques et classiques choisis par les auteurs carolingiens. D'autre part, Anatole Fuksas remarque l'importance quasiment structurelle que les pseudonymes revêtent chez les poètes occitans. Je cite en traduisant. Le Versteckname, nom caché en allemand, nous verrons dans un instant l'origine de cette définition, ne se borne pas à cacher l'identité de l'interlocuteur direct du discours poétique. Il l'acquiert à la sémantique du discours lyrique en le baptisant par un nom nouveau qui correspond souvent à l'un des mots-clés de la chanson. Ici, l'inconnu, au sens mathématique, n'est pas un simple symbole, un signe conventionnel dépourvu d'un relief propre, mais un mot riche de sens. Il y a plus, je crois. Non seulement le pseudonyme participe de la sémantique profonde du discours lyrique, il révèle aussi le réseau de rapports sociaux et poétiques en même temps qui relie les troubadours entre eux et avec les élites qui en constituent le premier public. Par conséquent, l'énigme que le pseudonyme semble garder résidera moins dans la volonté des auteurs de cacher quoi que ce soit que dans le défaut de connaissance du contexte et des clés du message poétique de la part des récepteurs postérieurs. Nous pouvons le constater déjà à partir de l'époque de la rédaction des chansonniers. Les milieux étrangers, surtout italiens, catalans et français, où les poèmes occitans sont recueillis, copiés et insérés dans des anthologies plus ou moins systématiques, ont perdu une partie au moins des informations utiles à la compréhension du message poétique des troubadours. Afin de limiter et de compenser cette perte, les Vidas et les Razos rassemblent une quantité de données plus ou moins véridiques ou vraisemblables. Les tentatives, souvent frustrées, d'identifier les pseudonymes et d'expliquer leur sens ont une place importante dans cet effort exégétique. Venons-en maintenant à l'aspect le plus problématique, c'est-à-dire l'application de l'étiquette signal au pseudonyme poétique. Le philologue allemand Karl Appel l'imposa par sa Provenzalische Chrestomazzi à partir de la traduction comme nom caché, Versteckname, du mot signal, un mot signal qu'il trouvait dans la version en prose la plus ancienne de l'Aes d'Amorce. Il s'agit, vous le savez sans doute, du célèbre traité d'art poétique rédigé par Guillaume Molinier dans le cadre du consistoire du Gai Savoir de Toulouse dans la première moitié du XIVe siècle. En voilà le texte. E cara ici avem parlat de tornada, deveți saber que en tot dictat poton far una o doas, segons que s'estat dic, tornadas,
car la una tornada pot pausar et aplicar a so senyal. Lo cal senyal cascus deu elegir per si ses far tort ad autre. So es que no vueglia en sos dictats metre et appropriar aquel senyal que saubra que us autres fa. E l'altra tornada pot applicar a la persona a la qual vol presentar son dictat. Je vous lis la traduction française faite par Gatien Arnoux, intéressante en ce qu'elle est extrêmement fidèle aux mots du texte source, même lorsque leur sens n'est pas tout à fait clair, comme dans le cas du mot signal que pour l'instant nous n'expliquons pas. Comme nous venons de parler ici de la tornade, il faut observer qu'en tout ouvrage, on peut faire une ou deux tornades, car on peut placer et appliquer la première des deux tornades à son signe, que chacun doit choisir pour soi sans faire tort à un autre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas mettre dans ses ouvrages ni s'approprier le signe, le signal, dont il saura qu'un autre se sert. On peut appliquer l'autre tornada à la personne que l'on a choisie pour lui présenter son ouvrage. Plus synthétiquement, le même texte se trouve dans la rédaction en vers de Leis d'Amors, où nous pouvons lire la una tornada, lo segnal menzona, l'altra lo nom della persona a cui le dictares donar vol son dictat o presentar. La première tornada mentionne le signal, la deuxième le nom de la personne à qui le poète veut donner ou présenter son poème. On retrouve l'expression presque identique du même concept dans le Doctrinal de Trobar de Raymond de Cornet et dans les Compendi de Joan de Castelnau, deux abrégés de la doctrine poétique de Leis d'Amors, rédigés par des auteurs proches du consistoire du Gai Savoir. Voilà toutes les attestations médiévales connues du signal, employées pour définir un objet poétique. Le succès de ce terme chez les critiques modernes a donc été incomparablement plus grand que celui dont il semble avoir joui au Moyen Âge. En effet, ailleurs, c'est-à-dire avant tout dans la poésie des troubadours, signal ne se trouve qu'au sens propre de signe, dans toute sa latitude sémantique, mais jamais pourvu d'une quelconque valeur technique ou métapoétique. Les Vidas et les Razos, quant à elles, ignorent complètement le mot signal. Cela me paraît suffisant pour affirmer que, à ce que nous pouvons en savoir, l'emploi technique de signal pour indiquer le pseudonyme est complètement inconnu des troubadours eux-mêmes. Il remonte tout au plus aux théorisations faites sur leur poésie par leurs épigones toulousains dans un contexte et avec des finalités descriptives et normatives très différentes. Et pourtant, la définition carrée d'Apple ne cesse d'être acceptée et relancée, même lorsqu'une lecture attentive des textes semble obligée à rechercher une solution différente. C'est ce que nous constatons par exemple chez Anatole Fuxas et surtout chez Edoardo Vallée. Le point de départ incontournable est pour les deux le passage bien connu de Leis d'Amors. Il est évident, et les deux chercheurs le comprennent très bien, que le sens du premier signal, en raison de la multiplicité des acceptions possibles du mot et de la généralité du contexte, ne peut pas être établi à coup sûr. Cependant, à la phrase suivante, lo cal segnal cascus deu elegir per si ses far tort ad autre, un sens univoque s'impose. Si les leis interdisent à un troubadour de s'approprier le signal d'autrui, c'est que sa fonction poétique s'exerce moins sur l'objet désigné que sur le sujet qui s'en sert. La possibilité d'une telle fonction n'est évoquée que très hâtivement et avec beaucoup de prudence par les deux auteurs. Nous voyons chez Fuxas, Molinier paraît traiter le signal comme une véritable signature, un titre original de propriété, une marque apte à garantir de quelque façon que l'auteur du poème soit reconnaissable. Edoardo Vallée écrit de façon encore plus ambiguë, dans la première tornada, nous aurions une Unterschrift tornada, dans laquelle le troubadour signe sa pièce par un signal de son invention, entre parenthèses, signal, c'est-à-dire pseudonyme littéraire par lequel le troubadour ne désigne normalement pas lui-même, mais sa dame, un ami
ou un protecteur. Signal en tant que signature, donc, une marque de propriété intellectuelle. Il est assez étonnant que, tout en s'apercevant que dans les laisses d'amorce, le sens évident du terme contraste avec la définition d'appel, les deux philologues continuent par la suite à soutenir la thèse du signal pseudonyme, sans commenter davantage. Et pourtant, l'acception de signature, loin d'être excentrique ou hétérodoxe dans la langue médiévale, est clairement appuyée par les dictionnaires. Dans le lexique roman de Reynoir, par exemple, ainsi que dans le Provenzalische Supplement-Wörterbuch de Lévy, nous trouvons bien, parmi les différentes acceptions possibles de signal, signe, marque, enseigne, bannière, étendard, celle de sceau et de signe utilisé en tant que signature. De fait, l'un des sens les plus communs du verbe signar, ainsi que de son modèle latin signare, selon le glossaire du latin médiéval de Ducange, est déjà celui du verbe moderne signer, ce qui se concrétisait habituellement par l'acte de marquer par un sceau ou de parapher. Comme l'explique une note de Walter von Wartburg consacrée à l'étymologie du mot signare, une telle pratique s'est justifiée par l'analphabétisme répandu au Moyen Âge même parmi les personnalités de haut rang. En venant de la théorie à la pratique du trobard, nous découvrons que chez les auteurs liés au consistoire, c'est-à-dire chez les poètes de l'école toulousaine du XIVe et du XVe siècle, si le mot signal est absent, la conformité aux préceptes relatifs au signal est en revanche parfaite. Considérons par exemple l'œuvre de Raymond de Cornet, poète de la première moitié du XIVe, dont les manuscrits ont conservé un grand nombre de textes. Je n'aurai pas le temps de vous traduire tous les textes que je citerai. Je vais me focaliser sur les morceaux les plus significatifs pour notre discours. Aux vers finaux de tous les poèmes de Raymond de Cornet, tous les poèmes lyriques, Canso, Sirventes, Vers moraux, Plagne, mais aussi de quelques-uns des autres, Ampartimen, Anditch, le Doctrinari de Trobar, le troubadour mentionne une rosa, une rose. Davantage, dans une bonne moitié de cas, 13 pièces sur 26, le poème présente 2 tornadas, et rosa apparaît toujours dans la première des deux, tandis que la seconde comporte la dédicace à un ou à plusieurs destinataires. Nous voyons dans la première tornada, chaque jour, rose, fleurs précieuses, la noblesse, la valeur et la beauté se rassemblent en vous. Et dans la deuxième tornada, l'envoi aux als nobles sept trovadors de Tolosa, les 7 nobles troubadours de Toulouse. En revanche, la tornada qui mentionne la rosa ne contient jamais de formule d'envoi. Raymond expérimente beaucoup de solutions différentes au niveau de la forme aussi bien que du contenu. Appellatif ou substantif, avec ou sans article, le nom rosa peut se présenter seul ou dans un syntagme qui exprime tantôt la relation exclusive qui le lie au sujet, ma rosa, ma rose, tantôt une de ses qualités propres, rosa vermiglia, rosa plazens, rosa gentils, ou des qualités circonstancielles, ma rosa de mai, rosa d'avril. L'éventail des possibilités quant au contenu de ce signal est également riche. Si dans un certain nombre de cas, la rosa semble dissimuler l'ami, tant soit peu idéalisé du troubadour, dans les chansons pieuses ainsi que dans quelques vers moraux, elle désigne la Vierge. Tout le monde, madame, espère en vous, rose vermeille. Et au premier vers de la tornada, Regina dels Ciels. Ici, le texte est très clair. Ailleurs, rosa peut même perdre toute référence à un personnage individuel et reprendre son sens propre de fleur. Quand la rose fleurit, c'est au vers 3 de cette tornada, la périphrase qui indique le printemps, la saison de l'amour et du chant. Dans un cas, enfin, elle se trouve redoublée dans les 2 tornadas, en soulignant le contraste entre la rosa personne et la rosa fleur.
Vous voyez dans la première tornade la comtesse d'Armagnac, dont la pure noblesse prend naissance. Dans la deuxième tornade, la comtesse d'Armagnac, dont la pure noblesse prend naissance, tout comme l'eau de rose naît de la rose. Il est donc évident que chez Raymond de Cornet, la rose, loin de signifier de façon univoque une femme concrète, représente par sa fixité de fond au-delà des variations formelles et référentielles le sceau du poète. Elle en est la signature toujours reconnaissable du public. Les pièces conservées d'autres poètes du consistoire confirment que Raymond n'était pas une exception. En outre, à bien regarder la typologie des signals employés par ces auteurs, l'interdiction de s'approprier du signal d'autrui s'avère d'autant plus nécessaire que la tendance semble être précisément au plagiat. C'est le cas par exemple pour Flore, fleur, qui apparaît simple ou composée chez au moins 7 troubadours entre 1352 et 1468. Pour résumer, il est désormais assez clair que le signal décrit par les Leys d'Amorce n'est pas, du moins pas nécessairement, le pseudonyme d'un personnage réel, mais un nom symbolique que les troubadours du consistoire inséraient dans les tornadas de leurs poèmes lyriques en guise de signature. En effet, si la multiplicité de références pour un même signal est admise, voire souhaitée afin d'enrichir les jeux poétiques, la multiplicité de signals chez un même troubadour, ainsi que l'appropriation de celui d'un collègue, représente des transgressions par rapport à la fonction principale du signal, qui est celle de rendre reconnaissable l'auteur de la pièce. Une telle délimitation du domaine du signal oblige à en exclure, et c'est le point qui nous intéresse le plus, la majorité de pseudonymes abondamment employés par les troubadours. Les raisons de cette exclusion sont patentes. D'abord, nous l'avons vu, les pseudonymes troubadouresques ne s'appliquent pas de façon exclusive à l'objet amoureux, et un auteur peut choisir d'en insérer plusieurs dans le même poème. Ensuite, leur fonction poétique, beaucoup plus libre, ne semble pas prévoir normalement la déclaration de propriété intellectuelle. Enfin, leur position dans le poème n'est pas assujettie à des règles fixes et leur présence n'est pas du tout obligatoire. On ne saurait être plus loin de l'exclusivité du signal. Cependant, on a le droit de se demander si et combien, en utilisant un signal, les poètes toulousains croyaient suivre fidèlement une tradition littéraire remontant à leurs prédécesseurs de l'âge d'or de la poésie troubadouresque. De fait, selon Alfred Jean Roy, la nature des pseudonymes poétiques aurait connu un développement diachronique. Je cite, « Vers la fin du XIIIe siècle, les poètes qui chantent de platoniques amours et se piquent d'immuables fidélités n'emploient plus qu'un seul signal, qui devient leur propriété exclusive et équivaut à une signature. » Alfred Jean Roy l'avait bien reconnu. Ainsi en est-il pour Belle de Port chez Guiraut Riquière, pour Belle Rai chez Joan Esteve, pour Rosa ou Rosa Gentil chez Raymond de Cornet, pour Mon fin désir chez Joan de Castelnau. Il en allait tout autrement chez les troubadours antérieurs, qui ne se faisaient pas scrupule de s'approprier des signals déjà utilisés. En gros, on peut être d'accord avec ce que Jean Roy dit dans ce passage. Il est tout à fait vraisemblable que la pratique du signal dérive de quelque façon de celle du pseudonyme référé à la dame aimée. Et c'est sans doute la mauvaise interprétation des ressemblances entre l'une et l'autre pratique qui a pu créer, au moins en partie chez les philologues modernes, la confusion des deux. Certes, la réalité n'est pas aussi simple que Jean Roy la présente. Chez Guiraut Riquière, par exemple, la présence de Belle de Port dans les tornadas ne revient que dans 7 chansons sur 27, ce qui est un peu peu pour pouvoir parler du signal à la façon de Raymond de Cornet ou de Leys d'Amorce. Les considérations de Jean Roy s'adaptent plutôt à Cerveri de Girona, l'autre grand troubadour de la seconde moitié du XIIIe siècle, qui évoque Na Sobreprez dans 89 de ses tornadas. Mais la référence y est encore toujours à une dame tout à fait concrète. De façon générale, on peut remarquer une certaine tendance du pseudonyme poétique à devenir de plus en plus rigide, tout comme d'autres éléments de la poétique des troubadours, au cours du XIIIe siècle, jusqu'à la sclérose finale du système qui se trouvera accomplie dans la poésie stéréotypée de l'école toulousaine.
Presque 2 siècles séparent toujours le Bonvézy de Guillaume IX, c'est-à-dire le premier pseudonyme qui nous est connu, de Nassobreprez, chez Cerveri de Girona. À l'intérieur de cette période, il y a toute la production de troubadours que nous avons l'habitude de définir classiques, de Marc Cabru à Arnaud Daniel, de Giraud de Borneglie à Rimbaud d'Orange. La variété idéologique et formelle d'une production aussi riche devra être tenue en compte lors de l'étude des différentes modalités de réalisation du phénomène en question chez les différents auteurs et dans les différents poèmes. Quant aux catégories thématiques, outre les pseudonymes et les signatures poétiques, il faudra parfois considérer aussi les hétéronymes, que certains critiques ont récemment proposé d'emprunter à Fernando Pessoa et à la littérature contemporaine pour les appliquer à la production médiévale. La suite de ma recherche en cours, dont je vais vous proposer quelques échantillons, se concentrera surtout sur les cas qui se situent dans un schéma idéal à l'intersection des domaines de ces 3 catégories, les pseudonymes, les signatures, les hétéronymes. Mais avant de nous occuper de ces cas, il ne sera pas inutile de commencer cette fois-ci par le début. Bonvézy. Bonvézy est le seul pseudonyme employé par Guillaume IX. Vous avez le texte à l'écran, vous le connaissez peut-être déjà. Je ne me soucie pas des discours d'autrui, dit le troubadour, qui pourraient me brouiller avec mon bon voisin, car je sais combien les mots circulent rapidement dès qu'un petit discours a été fait. Il y en a qui se vantent de l'amour, mais moi, j'en ai la pièce et le couteau. C'est-à-dire j'ai tout ce qui me permet d'en jouir pleinement. À l'instar de tout autre aspect de la poésie du comte de Poitiers, cet appellatif d'invention se présente formidablement réussi, sans besoin d'aucun modèle précédent et prêt en revanche à devenir un modèle pour les troubadours postérieurs. En effet, Bonvézy comporte tous les caractères que nous avons reconnus au pseudonyme poétique. La référence à une personne physique, ici une dame aimée de Guillaume, qu'elle soit ou non réellement existante, peu importe. La liberté de récurrence, une seule fois, et de position, il n'occupe pas la tornada mais la 5e strophe. Enfin, la connotation sémantique du signifiant. Comme l'explique Niccolò Pasero, l'éditeur de Guillaume IX, le bon voisin s'insère parfaitement dans le cadre de la métaphore féodale, dont le poème exploite les implications érotiques. Au masculin, comme c'est normal pour une dame que tous les troubadours appelleront midons, meus dominus, Bonvézy ferait référence au seigneur bon et loyal à l'égard de son vassal. Nous avons donc affaire ici au véritable prototype du pseudonyme troubadouresque pur. Nous ne saurons peut-être jamais si Guillaume en a été l'inventeur, mais ce qui est sûr, c'est que son exemple a eu un succès extraordinaire. Tels donc les caractères de la grande majorité de pseudonymes. Néanmoins, il est vrai que certains traits leur permettant d'évoluer en direction du signal paraissent émerger çà et là chez plusieurs auteurs déjà à partir du XIIe siècle. Chez Giraud de Borneglie, par exemple, nous constatons un phénomène encore assez discret, mais qui deviendra très courant chez les poètes toulousains. Par sobretots, Giraud mentionne dans la tornada des 14 de ses poèmes un personnage masculin inconnu. Vous voyez, Seigneur sobretots. Tandis que dans 5 autres cas, et c'est l'autre texte que je cite, le syntagme sobretots est présent au sens propre de surtout, par-dessus tout. Il ne s'agit sans doute encore que d'un simple jeu de mots, mais il est évident que la polyvalence du signal, désormais libre de tout lien contraignant à la réalité unique d'un individu, peut trouver chez Giraud un précédent influent. Encore plus intéressant le cas de Rimbaud de Vaqueiras. Ce pseudonyme renvoie apparemment toujours à des personnages réels, en conformité avec une poétique du concret qui est bien connue chez cet auteur. Toutefois, Belle Cavalière, qui est le seul appellatif à indiquer l'objet de l'amour du troubadour, les 3 autres pseudonymes que nous trouvons chez Rimbaud se réfèrent à des personnages masculins. Ce Belle Cavalière semble partager des traits importants du signal. Rimbaud termine souvent ses poèmes par 2 tornadas. Dans 3 chansons d'amour, comme vous le voyez, la première tornada est réservée à la louange de Belle Cavalière, tandis que la seconde contient l'envoi à Béatrice de Montferrat, la fille du marquis Boniface.
voyez dans les deux poèmes, d'un côté, Beau chevalier, mon espoir est tout en vous, etc. Et dans l'autre, Beau chevalier, votre amour me fait la guerre, etc. L'appartenance exclusive de Belle Cavalière à l'univers érotique et lyrique du troubadour qu'elle finit par identifier est par ailleurs confirmée par le glissement du pseudonyme dans la deuxième tornade lorsqu'il est question de guerre plutôt que d'amour, comme dans la chanson de Croisade et dans le poème allégorique que l'on appelle Carrosse. Vous voyez, Béatrice, la fille du marquis Boniface, passe dans la première tornade dans le carrosse. C'est elle la protagoniste du carrosse, en fait. Et dans la chanson de Croisade, il y a un envoi à Notre Seigneur. Mais c'est surtout au niveau sémantique que la frontière entre le pseudonyme et la signature poétique semble effectivement s'estomper chez Rimbaud. L'abondance d'éléments belliqueux et chevaleresques est une constante de la poésie d'amour de Rimbaud, qui fut fait chevalier par son patron. Comme l'affirme Paolo Canettieri, cet événement a dû être crucial à la fois pour sa carrière de courtisan et pour sa poésie. Ainsi, à mon avis, il est possible d'entrevoir, comme dans un jeu de miroir, derrière ce belle cavalière, capable d'inspirer l'amour et douée en même temps des principales vertus chevaleresques, la hardiesse, la noblesse d'âme, la libéralité, non seulement l'objet du désir, mais aussi un alter ego, un double, une projection de Rimbaud lui-même, de quelque façon sa signature poétique. Tout cela nous amène aux deux autres catégories concernées, celle de la signature poétique et celle de l'hétéronymie. L'habitude d'exhiber son nom à l'intérieur du poème comme marque de propriété intellectuelle est tout à fait justifiée dans un monde où la poésie était conçue pour circuler oralement et le destin des textes lyriques était le plus souvent d'être chanté par des jongleurs de profession. C'est pourquoi, par exemple, chez les troubadours, aussi bien que chez les trouvères, les signatures sont toujours, ou presque, à la troisième personne. La voix qui chante n'étant pas celle de l'auteur. Bernard de Ventadorn l'entend, elle dit, elle fait, elle joie n'attend. Bernard de Ventadour l'entend et le dit et le fait et en attend la joie. Et Gas Brûlé, Gassot définit son chant qui toujours veut maintenir bon amour sans tricherie. Gas termine son chant, Gas qui veut rester tout le temps fidèle à amour. Et pourtant, les troubadours et les trouvères qui se nomment ne sont pas légion. Parmi les auteurs qui proclament son nom de façon récurrente, qui proclament leur nom de façon récurrente, ceux qui le font le plus abondamment et de loin sont Marc Cabru et Arnaud Daniel. Leur poésie est immédiatement reconnaissable du public. Austèrement morale, mais en même temps violemment expressive, celle de Marc Cabru, hermétiquement érotique et recherchée jusqu'à l'extrême sur le plan de la langue, celle d'Arnaud. Et pourtant, la personnalité des deux troubadours, sans doute les plus capables de marquer par leur ton inspiré les vers qu'ils composent, exige de se manifester jusqu'au bout, jusqu'à la provocation d'une signature exhibée. Chez Marc Cabru, cette signature peut apparaître à n'importe quel endroit du poème, même au tout début, comme dans l'insipide véhément Pax in nomine Domini. Pax in nomine Domini, fets Marc Cabruns los mots el so, augiats che di, etc. Paix au nom de Dieu, Marc Cabru a fait les paroles et la musique, écoutez ce qu'il dit. Ici, la mise en scène préliminaire de l'autorité du poète, renforcée par celle de la formule latine, exprime avec force l'urgence de l'appel à la croisade qui brûle dans son âme. Un tout autre genre d'autorité est celle d'Arnaud Daniel, un morceau que vous connaissez très bien. Arnaud Daniel, dont le nom apparaît régulièrement dans les tornadas de toutes ses chansons. Io sui Arnaut chiamas Laura, et chasse la lebra blobou, et nadi contra Suberna. Je suis Arnaud qui ramasse le vent et chasse la lièvre avec le bœuf et nage contre courant. Le sens commun du mot Arnaldus, Arnaut, au Moyen-Âge, est celui de fou, de sot. L'inanité des actions décrites démontre très bien la folie, la sottise de notre Arnaud. Arnaud, donc, est le nom d'un amant que l'amour a rendu fou.
et qui par cela même possède l'autorité nécessaire pour parler d'amour mieux que quiconque. Contrairement à celles contenant les signals, les tornadas comportant la signature explicite du poète, Unterschrift tornadas selon la terminologie d'Apple, ne sont pas caractéristiques des derniers troubadours, bien au contraire. Avant même Arnaud et Marcabru, c'est Sercamon le premier à s'en servir. Les auditeurs du cours de Michel Zinc connaissent très bien Luciano Rossi et son hypothèse révolutionnaire mais tout à fait vraisemblable qui voit derrière le nom de plume de Sercamon la personnalité du vicomte Eble II de Ventadour, qui, à l'instar de son confrère et rival poétique Guillaume IX, aurait préféré cacher son vrai nom. Ces signatures seraient alors le lieu poétique de l'hétéronymie. Et la troisième personne de la formule Sercamonditz s'expliquerait par l'attribution de la création poétique à une identité fictive, séparée de celle historique et publique du vicomte. Aussi, au point de vue du traitement littéraire, ce Sercamon, nom d'invention faisant allusion au vagabondage poétique de son auteur, ne serait-il pas différent de Bonvézy et de tout autre pseudonyme employé par les confrères d'Eble, un mot capable de s'insérer à la perfection dans l'univers lyrique et d'en déterminer même les tendances. Cela pourrait valoir bien sûr pour les autres prétendus hétéronymes troubadouresques. Reste seulement la question de savoir s'il s'agit bien toujours d'hétéronymes ou plutôt de quelque chose de différent. Je me borne ici à signaler un problème d'interprétation majeur en ce sens, à savoir la difficulté de tracer une ligne de partage entre pseudonyme et hétéronyme, dans un domaine, celui de la poésie lyrique, où le témoignage des textes est limité et le plus souvent ambigu. Prenons par exemple l'un des sobriquets des Rimbaud d'Orange, l'ignaure. Les critiques y ont savamment reconnu à la fois le jeu de mots sur lignage doré, lignage de vent du conte, et la référence à l'histoire d'Ignoret, version grivoise de l'histoire du cœur mangé, dans laquelle le mets servi aux nombreuses amantes du héros par les maris trahis est une partie beaucoup moins noble que le cœur. Si l'allusion faite par Rimbaud dans ses poèmes non seulement à son activité sexuelle multiple, mais aussi à sa propre castration pourrait faire penser à un hétéronyme choisi par l'auteur, le fait que le nom Lignaure n'est prononcé que par ses interlocuteurs, surtout par Giraud de Borneigle, rend tout aussi possible l'hypothèse contraire, c'est-à-dire l'hypothèse d'un pseudonyme inventé par le troubadour limousin et ensuite revendiqué implicitement et avec auto-ironie par le comte d'Orange. Revenons-en aux signatures, avec un dernier exemple, moins connoté que ceux de Marcabru et d'Arnaud Daniel au point de vue de la personnalité poétique de l'auteur, mais sans doute plus intéressant pour la recherche de la genèse du signal. Chez Raymond de Miraval, qui est un poète courtisan composant ses poèmes d'amour dans les premières décennies du XIIIe siècle, nous trouvons une modalité de signature un peu différente que l'on pourrait définir métonymique. 25 fois sur 37 pièces lyriques, le toponyme Miraval, c'est-à-dire le château de Miraval, appellation d'origine de Raymond, apparaît dans des tornadas exprimant le dévouement du poète à l'égard d'une dame. Vous voyez dans le premier exemple, je ne me soucie de rien d'autre que de servir celle par qui je possède Miraval. Et dans le deuxième exemple, toujours la première tornade, je lui rends mon cœur et mes yeux, et Miraval et mes chansons. Lorsqu'il y a plusieurs tornades, ce nom occupe le plus souvent la première. Quoiqu'elle ne soit pas référée à l'objet d'amour et ne comporte aucunement un nom d'invention, il me semble qu'une telle signature métonymique par le nom géographique Miraval pourrait être à juste titre considérée formellement comme la plus ancienne manifestation de ce qui deviendra un demi-siècle plus tard la signature décrite par l'Élèse d'Amorce, le signal. Le succès de l'œuvre de Raymond de Miraval, très apprécié de ses contemporains, en jugé par sa présence massive dans les chansonniers, aura vraisemblablement favorisé la diffusion et pour ainsi dire l'institutionnalisation de cet usage.
Il me soit permis, pour terminer cet itinéraire quelque peu désordonné à travers la poésie médiévale, de mentionner 2 cas qui font d'une certaine façon de trait d'union entre la lyrique des troubadours et la poésie moderne. Le cas de Dante et le cas de Pétrarque. Je ne présenterai que des suggestions très rapidement et en m'excusant avec les spécialistes de Dante et de Pétrarque. Comme pour plusieurs autres aspects, l'œuvre de Dante et de Pétrarque jouera un rôle capital dans la transmission aux poètes postérieurs du geste troubadouresque de la signature poétique, génialement réinterprété. Chez Dante, qui n'est pas seulement l'auteur de la comédie dite divine, mais aussi, bien avant la composition de celle-ci, le plus grand poète lyrique italien du XIIIe siècle, l'amour est omniprésent. Depuis sa forme courtoise, apprise à l'écoute des troubadours et des trouvères, à travers sa sublimation spirituelle, représentée par la femme ange du style Novo, et sa dimension intellectuelle d'amour pour la sagesse, la vérité et la justice, jusqu'à la reconnaissance de la force divine qui meut le soleil et les autres étoiles, Dante ne cesse de parler d'amour, d'essayer de le décrire, de dialoguer avec lui. Plusieurs figures féminines, plus ou moins réelles, plus ou moins allégoriques, interviennent comme intermédiaires dans ces poèmes. La dame de l'écrin, la dame Pierre, la Pargoletta, la Violette. Mais aucune d'entre elles n'est comparable à Béatrice, pour sa complexité, pour la profondeur de son action sur l'esprit du poète, pour sa persistance bien au-delà de sa propre mort. En effet, le personnage poétique inspiré par Bice, la fille de Folco Portinari, accompagnera Dante depuis la jeunesse décrite dans la Vita Nuova jusqu'à sa maturité sentimentale, biographique et spirituelle, non sans des moments d'interruption à cause de l'interférence des autres femmes que nous venons de mentionner, des moments d'égarement que Dante devra se faire pardonner avant de pouvoir monter au paradis, comme nous le dit la comédie elle-même. Certes, Béatrice est un vrai nom, appartenant à une femme présentée comme réelle. Pourtant, elle semble partager des traits importants aussi bien de pseudonymes poétiques des troubadours que des signals. D'un côté, si Dante n'invente pas l'appellatif de son ami, il est néanmoins clair que le choix de Béatrice permet au poète une interpretatio nominis qui transforme la femme en une via beatitudinis, un chemin qui mène à la béatitude. En parallèle avec l'évolution de la conception de l'amour que Béatrice ne cesse d'incarner, celle-ci conduira Dante de l'expérience poétique de l'amour humain à celle de l'amour divin, suivant un parcours de perfectionnement spirituel incomparablement plus puissant et global que celui offert aux troubadours par leur dame. Le nom de Béatrice est donc, tout comme le pseudonyme des troubadours, un mot essentiel pour la langue poétique de l'auteur. Mais il semble participer aussi de la nature du signal, en ce qu'à la fois il donne cohérence et unité à l'existence poétique de l'auteur et marque l'autorité de celui-ci sur l'œuvre qu'il a décrite. Pétrarque est à bien des égards un disciple de Dante, bien qu'il ait toujours refusé de le reconnaître et que sa production annonce déjà l'humanisme, tandis que celle de son dévancier peut être considérée comme le sommet de la conception médiévale du monde. Si les contenus de la poésie des 2 auteurs sont fort différents et les formes le sont partiellement, c'est sur des éléments moins évidents et pourtant fondamentaux, comme les ressources stylistiques, que nous pouvons apprécier la dette de Pétrarque à l'égard de Dante. Parmi ces éléments, le nom de la femme aimée ressort de toute évidence. Laura, la dame aimée par Pétrarque, est à la fois, tout comme Béatrice, un nom réel et un nom parlant. L'étendue de sa polysémie est encore plus ample, en accord avec la poétique de la concentration linguistique, l'imitation du vocabulaire et densité du sens qui caractérise l'œuvre vernaculaire de Pétrarque. Comme l'affirme Rosanna Bettarini, l'éditeur du chansonnier de Pétrarque, le nom de Laura est interprété par l'auteur en séquence et de façon évasive comme le laurum, le laurier sempervirent de la fable d'Apollon et Daphné, comme laurum, l'or, chevelure d'un corps féminin jamais complètement atteint, comme Laura, le vent, esprit, souffle, mais aussi flatus créateur qui souffle librement,
à l'instar du non moins ambigu Vent de Paradis de Bernard de Ventadour. Et encore comme la laurea sur le front des poètes, la couronne qui en décore la gloire mondaine et consacre leur poésie. Et par accroissement phonique, l'aurore, aurora, rentre aussi dans ce système de renvoi au-delà de l'objet amoureux. L'aurore en tant que renaissance chrétienne du jour à l'encontre des ténèbres péchées de la nuit. Ce sont là des variations de parcours sémantiques permises et accrues par l'ambiguïté du graphème laura en un entrelacement symbolique d'intelligence, culture et nature. Fin de la citation. Encore plus que pour Béatrice, nous sommes obligés de reconnaître que l'aura est bien le signal de Pétrarque, c'est-à-dire un nom capable de représenter par ses fluctuations autour du centre, qui est l'amour du poète pour la femme Laura, tout l'univers poétique de son auteur. Mais chez Pétrarque, la synthèse optimiste qui avait conduit Dante, grâce à l'intercession de Béatrice, désormais faite pur esprit, à la contemplation de la plénitude de l'amour céleste, cette solution béatifiante n'est plus possible. Poète tourmenté par un sentiment profond du péché, son point de repère est l'Augustin des Confessions, il parvient à comprendre que l'amour, tout en demeurant l'expérience fondamentale de l'existence humaine, n'est pas suffisant pour conduire l'homme au bonheur, en rédimant son imperfection. Le salut ne pourra venir que de la conversion du cœur et de la prière, une fois abandonné l'erreur de la pensée amoureuse. En ce cadre, la mort de Laura détermine symboliquement non seulement le début du chemin de conversion, mais aussi, pour ce qui nous intéresse, la naissance d'un nouveau genre de signal, que Pétrarque léguera, entre autres choses, au développement ultérieur de la poésie lyrique européenne. C'est encore Rosanna Bettarini à s'en apercevoir, en remarquant que le nom de Laura est destiné à remplir le vide, à combler poétiquement une absence qui devient définitive. Un signal au négatif, donc, qui met à l'épreuve le pouvoir thaumaturgique de la parole face à une réalité adverse et irréductible. Nous avons bouclé le cercle et pouvons maintenant conclure. Une fois démasquées autant que possible les fausses énigmes pesant sur l'histoire du signal troubadouresque, reste l'énigme fondamentale, celle que cache cette figure de l'absence, le manque, l'imperfection, le vide, que depuis le vers de Dreitnien de Guillaume IX, à travers Pétrarque et jusqu'au-delà d'Andrea Zanzotto, fonde la poésie, et que seul le signal paraît apte silencieusement à exprimer, l'énigme qu'est l'histoire même du signal. Merci Federico d'avoir si bien justifié mon propos liminaire. J'avais annoncé un orateur à la fois savant, érudit et d'une extrême pénétration littéraire et poétique, et à la fois la démonstration elle-même et la conclusion confirment entièrement mon propos. Alors, avant de donner la parole à la salle, je reprécise sous le contrôle de Federico des points que j'ai retenus qui me paraissent essentiels et qui peuvent nous guider. D'abord, tout le monde a été sensible au point de départ de la recherche. Pourquoi la question se pose-t-elle ? Parce que tous les philologues étaient d'accord. C'est tellement anormal, c'est une telle exception que, à soi seul, ça mérite examen. Et bingo, effectivement, il y avait quelque chose. Bon. Oui, d'une part, le grand point de départ, c'est que, d'un côté, le Versteckname, le nom caché, est un nom caché pour nous qui découvrons cette poésie. Ce n'est pas un nom caché pour les contemporains. Tout le monde savait très bien de quoi il s'agissait. Et c'est, une fois de plus, cette erreur des philologues qui pensent que leur point de vue, parce qu'ils sont savants sur leur objet, était le point de vue de leur objet même.
Deuxième point, et alors ce qui était essentiel au départ de la démonstration, c'est que les troubadours eux-mêmes, ainsi que les vidas et les rasos, qui commencent déjà à avoir un demi-décalage chronologique, ignorent le sens technique de signal, et que ce sens est donné par les leis d'amorce, mais qui, eux, sont des textes qui commencent à avoir vraiment de l'extérieur cette poésie, et les leis d'amorce Guillaume Molinier présente de façon normative des constatations, de sorte qu'il essaye de donner un poids de sens à quelque chose qui est seulement une constatation, d'où des dérives et des erreurs. Là, oui, et s'agissant du monde, enfin de l'univers du consistoire du Gai Savoir, on voit chez Raymond de Cornet et chez les autres que le signal par excellence, c'est la fleur, soit fleur elle-même, soit rose. Or, la fleur est au centre du consistoire du Gai Savoir, à telle enseigne que c'est aujourd'hui l'Académie des Jeux floraux, et que les prix, depuis le début, qui sont décernés par cette compagnie, ce sont des fleurs, de sorte que en utilisant comme signal soit le mot fleur, soit un nom de fleur, on ne fait qu'entrer dans le cercle poétique et dans le jeu poétique imposé par le consistoire du Gai Savoir, et ça ne renseigne pas sur ce qui pouvait se passer avant. Et puis, cette chose évidente, que signal, c'est un signe, que signare, c'est signer, que c'est révéler son nom et non pas le cacher, que insignum, insignia, ce sont les drapeaux, que on porte à la bataille pour dire qui on est, et que tout va vers la désignation de l'identité et non pas vers le fait de cacher l'identité. Je me demande si, s'agissant des troubadours, on n'a pas accepté si facilement ce renversement du sens à cause du phénomène losangier. Et que le terme losangière, qui est si fréquent dans la poésie des troubadours, veut dire étymologiquement ceux qui louent, qui font l'éloge, et désigne en fait les médisants qui disent du mal des amoureux, ou qui dénoncent leurs amours, ou qui les révèlent, etc. Pour des raisons, on a dit, parce que ils sont laudatores du jaloux, enfin, j'en sais trop rien, ça aussi, il faudrait regarder. Mais enfin, il me semble qu'il y a deux démarches qui se sont confortées l'une l'autre, et qui se sont dit, bon, peut-être que je me trompe. Et alors, le dernier point, et alors qui est aussi ma question, c'est que la dernière partie, qui était particulièrement riche sur pseudonyme, signature, hétéronyme, montrait le côté bifronce du pseudonyme, qui est le fait, et le côté bifronce aussi de la signature. Il y a, on désigne la dame, on désigne le poète. Les leis d'amorce disent, dans la première tornada, le poète utilise sa signature. Et quand on voit l'application par Raymond de Cornet ou par d'autres, dans la première tornada, il désigne sa dame. Donc, un des éléments d'ambiguïté, c'est que le poète se désigne, considère apparemment qu'il se désigne
en désignant sa dame. La signature du poète, c'est la nomination de la dame. Et là encore, l'ambiguïté de tout le système repose, me semble-t-il, là-dessus. Et Federico nous en a donné un magnifique exemple, et celui qu'il connaît le mieux, et qu'il avait déjà développé, qui est celui de Belle Cavalière, chez Rimbaud de Vaqueiras, quand il a dit, mais ça, une fois qu'il l'a dit, ça crève les yeux, et personne n'y avait pensé, que chez ce fils de ce déclassé, ce fils de chevalier qui a dû renoncer à être chevalier par pauvreté, et qui est hissé au rang chevaleresque par son patron, eh bien, Belle Cavalière, c'est ce qu'il veut être, ce qu'il est redevenu, c'est lui-même, et c'est en même temps cette sorte de projection sur une femme aimée, qui d'ailleurs on le voit très bien dans les Tornadas, c'est ce long système, ne peut pas être Béatrice, contrairement à ce que dit la raison, puisque Béatrice est nommée, qui est d'ailleurs la fille et pas la sœur, est nommée ensuite. Bon. Et donc tout ça, et puis alors la conclusion sur la figure de l'absence, c'était magnifique, de même que le début sur Zanzotto que je découvre, n'est-ce pas ? Enfin bon, je suis, bon, nous sommes tous ravis. Mais je parle trop, il est déjà tard, et voilà, je m'efface, mais trop tard, comme je fais toujours.